Salut chers téléspectateurs et internautes, parlons de la Guinée depuis Paris est à Lyon. Nous avons pour invité du jour Madame André Kébé, une compatriote de la diaspora au parcours enrichissant, femme d'action. Bonsoir Madame André Kébé. Bonsoir, Votre prénom André a-t-il un lien avec Adja André Touré, l'épouse du père de l'indépendance guinéenne, Sékou Touré? Oui, merci Monsieur Silla d'être dans cet espace-là pour parler de mémoire qui est difficile mais nécessaire. Oui. Mon prénom en lien avec Adja André est je vais vous l'expliquer. Un jour, ma mère s'est rendue chez son oncle président et pour voir avec sa femme, son épouse Adja André Touré au palais Sectoria. Et de là, c'est là où moi j'ai choisi, et ce jour-là, c'est là où j'ai choisi de naître. Donc quand ma mère, le travail a commencé, c'est Adja André elle-même qui s'est occupée de tout. Elle a accompagné ma mère à la maternité, elle a veillé sur elle jusqu'à la sortie de l'hôpital. Donc, au lieu que je sois appelée peut-être comme Adja Ramata Touré ou le prénom de donc c'est le destin qui a choisi j'ai vu ça, un clin d'œil du destin qui a porté Il y a non seulement un clin d'œil du destin, mais il y a aussi une marque de reconnaissance. À travers ce que Madame Adja André Touré, parce que vous venez de dire que c'est elle qui a conduit votre maman à la maternité. Oui, c'est pas tout à fait ça, parce qu'Adja André Touré est donc l'épouse de mon grand-oncle. Oui. Donc, elle a le même, je peux porter son nom sans problème. Elle aussi, elle peut être sur la liste. Mais ce jour-là, c'est le hasard, c'est le destin qui a fait que moi... C'est un signe du destin. C'est un signe du destin. D'accord. Avez-vous des liens de famille avec Je viens de constater que vous aviez des liens de famille avec la famille de M. Sékou Touré. Oui. Le président Ahmed Sékou Touré était le frère de ma grand-mère Adja Ramata Touré. Donc, il est mon grand-oncle direct. D'accord. Mais au-delà de cet aspect biologique, il y a un lien familial, affectif et mémorial très fort. D'accord. Transmis par les femmes de ma famille, notamment mes deux grand-mères, toujours choisi la vérité plutôt que le mensonge. Que le silence. Que le silence. Voilà, c'est le silence. Voilà, plutôt la vérité que le silence. Alors nous allons aborder la question concernant la révolution guinéenne. Vous êtes une des témoins oculaires de ce pan de notre histoire. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué sous la Première République? Je vais d'abord parler avant de commencer par une citation que je dirais sur l'héritage et la maturité. La fidélité à un héritage ne consiste pas à la répéter, mais à la faire évoluer, sans trahir l'humain. Et de là, moi, ce que j'ai pu observer directement pendant la Révolution et que j'ai contribué aussi, parce que c'est le rôle des femmes. Le rôle des femmes, le rôle du corps. Le miracle que les femmes guinéennes ont fait là-bas sous mes yeux quand j'étais présente. J'ai voyagé, j'ai fait la France, j'ai fait l'Europe, et je n'ai pas vu ça, sauf dans les films. Parce qu'elles étaient non seulement dans le monde rural, par exemple l'exemple de ma grand-mère qui cultivait jusqu'à 150 hectares de riz, avec des paysans. Et il y a beaucoup de femmes guinéennes qui pouvaient faire ça à l'époque, qui étaient vraiment très prenantes dedans. Il y a l'exemple aussi dans l'enseignement. Il y a une doyenne emblématique qui s'appelle Aïcha Traoré,
Oui. qui a géré la faculté de médecine et de la pharmacie en dame de fer. C'était notre un petit peu référence comme Marguerite Thatcher de l'époque. D'accord. Elle était encore plus crainte que Sékou Touré lui-même. D'accord. Donc Aïssa Traoré, elle a dirigé cette faculté de 1975 à en 85. D'accord. Il y avait aussi les directrices d'école. Oui. Je vais illustrer sur une dame qui s'appelle Madame Binta Cissé. Oui. Elle était directrice et puis jusqu'à sa, je pense, à la retraite. Sa retraite. Ensuite, il y avait d'autres figures comme Adia Jeanne Martin Cissé, Oui. qui a pu présider le conseil, la première femme au monde, 72, présider le Conseil des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies. Présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'époque, là, c'était une première pour une femme. Pour une femme, c'était une première. C'était une première. Mais au-delà de l'aspect des féminins, est-ce qu'il y a eu d'autres apports sous le régime de la Révolution? Je vais insister encore sur les femmes parce que moi, c'est le rôle des femmes et de la collectivité qui m'a le plus frappé. Donc les femmes, je reviens à des femmes aussi invisibles qu'on ne pense pas qu'elles sont, elles jouent un rôle, oui, mais qui n'est pas souvent connu. Je vais illustrer par l'exemple d'une dame particulièrement que son histoire m'a marqué. Oui. Quand il y a eu l'agression du 22 novembre 1970, oui, il y a une étudiante guinéenne qui s'appelle Maguette Ndiaye qui est partie directement voir l'armée pour être prise. D'accord. Pour s'engager. Portée volontaire pour défendre la patrie. Et là, les militaires étaient un petit peu déstabilisés. Son histoire n'est pas connue. Non, pas très peu. Et là, les militaires ont appelé le président Ahmed Sékou Touré lui-même, qui a donné l'ordre donc de l'habiller, de l'armée et de l'encadrer. D'accord. Pour qu'elle puisse... Et cette femme-là, elle vit aujourd'hui à Paris. D'accord. Et son histoire mérite d'être reconnue. Oui, mérite d'être relatée pour que tous les Guinéens le sachent. Voilà. Et donc, du coup, si on peut faire un parallèle pour la reconnaissance de mémoire par rapport à la France dans le pays où on vit, ici, chaque 11 novembre, les Français font, comment on appelle ça, rendre hommage, mais dans les communes, ce que j'ai vu à Chasselet, c'est que toutes les personnes, même les jeunes gens qui sont décédés, qui ont porté les armes, on les nomme, leur nom est gravé, on appelle leur nom individuellement pour les honorer. Et ensuite, il y a toujours une visite à Chasselet concernant les tirailleurs, par exemple. Le mémorial des tirailleurs africains. Où j'ai pu visiter avec Africa 50. Oui, qui est une association panafricaine. Un collectif panafricain dans le Rhône-Alpes. Dans la région Rhône-Alpes, qui regroupe au moins environ 50 associations africaines de la diaspora. D'accord. Ensuite, d'autres apports, comme vous le disiez bien tout de suite, je préfère les illustrer par des exemples palpants. C'est l'apport, le FAPA. FAPA, ça s'appelle Ferme Agro-Pastorale, qui avait pour objectif d'accroître la production, de lever comment on appelle ça, il y avait l'aspect productif, il y avait l'aspect de l'emploi, il y avait l'aspect de rapprocher les scientifiques, les spécialistes avec les paysans. Toute une chaîne, quoi. C'est pas la notion de ça, ressemble au cumin, parce que quand on veut développer l'agriculture, l'agriculture, ce qu'on ne savait pas à l'époque en Guinée, c'est que c'est les scientifiques qui le font. Cet aspect qui n'a pas continué était, sauf un exemple qui a pu être inspiré dans le Fouta, par exemple pour la production de pommes de terre. La production de pommes de terre au Fouta s'est inspirée de l'exemple du FAPA. Et voilà, si on peut en rire avec ça, parce qu'en Guinée, on appelait ça FOPA. On dit FOPA au lieu de FAPA.
Et puis, voilà, il y avait ce mépris de l'agriculture du monde rural, et que chaque fois qu'il y a un programme nouveau qui vient comme ça... En tant que témoin oculaire d'un pan important de l'histoire guinéenne, à savoir celle de la Révolution, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette époque? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la force du collectif. L'État protégeait, structurait, et il y avait une discipline, une vision, un sens du bien commun. Les femmes, les jeunes, les paysans, les artistes avaient une place. Ce qui m'a aussi marqué, c'était plus tard, c'est la rupture brutale après 1984. La perte de repères, la destruction de certaines valeurs, le silence imposé sous toute une période de notre histoire. Ok. En tant que femme, quelles figures féminines guinéennes vous servent-elles de référence? Mes véritables références féminines, ce sont mes deux grands-mères. Adja Ramata Touré, femme du monde rural, pilier de sa communauté. Sa maison était comme un refuge pour les voyageurs. Les gens, quand ils étaient en panne, c'est tout le temps la cuisine, ils venaient manger régulièrement chez elle. On ne parlait pas beaucoup de principes là-bas. On parlait d'altruisme. On vivait d'altruisme, on va dire. Parfois même, on se privait pour les autres. Donc ça, c'est la première référence que j'ai. La deuxième, c'est ma deuxième grand-mère, Adja Nunkumba Touré, les sœurs du président Ahmed Sékou Touré. Elle, quant à elle, elle croyait beaucoup à l'éducation. Elle a soutenu la scolarité de nombreux enfants, notamment des filles, à une époque où ce n'était pas un acquis. J'ai l'exemple de ma propre mère, qui a été scolarisée grâce à ma grand-mère Adja Nunkumba Touré et au président Ahmed Sékou Touré. Parce qu'à l'époque, chez les courants courts, et ils ne voulaient pas que leur fille aille à l'école, c'était comme si l'école n'était pas bien. Donc c'était grâce à elle. Et j'ai une autre personne de la diaspora ici, qui s'appelle M. Abou Kamara, le mari de Fifi Keita, qui m'a dit un jour que c'est grâce à ma grand-mère Adja Nunkumba Touré qu'il a été scolarisé à Kindia. Donc voilà les références par rapport à mon socle. Maintenant, par rapport à la grande dame qui est mon homonyme, elle, c'est plutôt l'aspect femme du devoir. Elle était très très engagée dans son rôle de première dame. Elle gérait la présidence, la formation des femmes. Elle gérait, donc elle était la logistique de toute la présidence, c'est elle qui gérait surtout. Elle gérait aussi une grande famille. Et comme à titre d'exemple, elle avait créé un centre de métier, un centre de formation qui s'appelait Centre André, où on enseignait la couture moderne aux femmes. Elle était avant tout une femme de devoir. Quant à moi, j'ai été façonnée par le monde rural. Pour vous, quel a été le frein à l'émancipation de la femme guinéenne? Est-ce la rupture de 1984? Le principal frein est la non-reconnaissance du mérite féminin, accentuée par la rupture institutionnelle après la Première République. À cela s'ajoute l'effacement de l'éducation civique, la peur de la femme autonome et l'absence de solidarité féminine structurée. Parce que quand il y a eu changement donc, de régime, les femmes qui jouaient avec les grandes responsabilités, tout ça au sein de la Révolution, n'ont pas été permises de continuer. Parce que sinon, elles avaient accompli des miracles, comme je disais tout à l'heure, des grandes responsabilités. Elles ont fait leur preuve à beaucoup de niveaux. Et ça n'a pas... C'est la rupture avec en 84 qui a fait qu'il n'y a pas eu de continuité
à ce niveau-là. À ce niveau, d'accord. Je tiens à dire le rôle qu'elles ont encore joué, la stabilité sociale, l'éducation des enfants, la transmission des valeurs, la production agricole, la cohésion familiale. Oui. Sans elles, l'État n'aurait pas tenu. Elles ont été le socle invisible de la nation. Les femmes. Les femmes guinéennes. Les femmes guinéennes. Donc, du coup, elles ont été vraiment fédératrices d'inspiration. Quand je suis venue en France, par exemple, où j'ai travaillé, partout où je voyage, j'étais déjà préparée à la compétition il n'y avait pas de l'État guinéen à l'époque. Vous étiez déjà préparé à l'émulation? Je dirais le mot à la compétition, comment on appelle ça, qui ne dit pas de genre, qui a... Parce il n'y avait pas de complexe le parti socialiste ou voire communiste, à l'époque, la révolution, la révolution impliquait tout le monde. Donc les jeunes, les femmes et tout le monde. Donc du coup, moi, à mon niveau, j'ai pu participer, particulièrement, même mon exemple, je vais vous la citer. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand j'étais à l'école, par exemple, de la révolution dans le monde rural, on fabriquait nous-mêmes les briques. Il n'y avait pas à dire, par exemple, les filles ici, on fabrique les briques, on construit un four pour, par exemple, brûler les grippes là et réparer. D'accord. Et quand on avait les compétitions sportives, culturelles et voire théâtrales, là, quand on va, il n'y avait pas de hommes ici, femmes ici. On était tous la même. C'était une compétition saine, déclarée, et les femmes. On adore ça parce que les Guinéens, on adore la compétition saine parce que même les compétitions à ce niveau-là, ça pouvait être jusqu'à régional. Je vais illustrer par un autre exemple. Oui. Quand le président français est venu à Farana en 1978, Valéry Giscard d'Estaing est venu à Farana. À l'époque, je vivais à Bagna, j'étais à l'école. Oui. On avait préparé le théâtre pour venir danser et tout ça. Mais quand on vient à Farana, on habite, on reste au sein de l'école, on présente un programme, on n'a pas le droit d'aller en famille. Donc du coup, on était le programme culturel, le programme, comment on appelle ça, agricole ou le programme national. Parce que aussi bien quand j'étais à Conakry aussi, quand il y avait les événements comme le 14 mai, j'ai contribué, tribune colorée. Donc du coup, moi qui m'est resté sur ma fin, c'est que c'est cette reconnaissance, c'est le mérite, le devoir de reconnaissance que je tiens aujourd'hui à... Donc il n'y a pas eu de continuité de cette politique après 1984, si je comprends bien. Non, et surtout il n'y a pas eu, je dirais même pas continuité politique, je dirais plutôt une synthèse. Absence de synthèse, parce que quand il y a un régime qui change, chaque fois qu'il y a un régime ou quelques-uns, même en comptabilité, chaque année on fait un bilan, on fait voilà. Mais dans un pays, quel que soit le régime, il faut faire un bilan, une synthèse approfondie pour trier, pour savoir ceux qui peuvent poursuivre, qu'on continue à surfer, ne pas recommencer sans arrêt ou reconstruire. Comme l'exemple des châteaux en France, on a tué les rois, mais jusqu'à aujourd'hui, la France bénéficie, le château de Versailles, des édifices qui ont les acquis du passé. Même l'Égypte, on parle de l'Égypte, il y a eu beaucoup de conservation des acquis du passé. Voilà, donc de faire le tri et de faire que, puisqu'on puisse encore approfondir ce côté, tout ce qui est positif, quoi. Oui. Donc, abordons maintenant le thème sur le monde associatif. Bon, vous avez eu à jouer des rôles au sein de la communauté guinéenne de la région lyonnaise. Quels sont les rôles que vous avez eu à jouer? Attendez, je reprends la question. Alors, en ce qui concerne le monde associatif,
quels sont les rôles que vous avez eu à jouer au sein de la communauté guinéenne de la région? Depuis plus de 15 ans, je suis engagée dans le tissu associatif, dans les organisations d'événements communautaires, actions de solidarité internationale, mobilisation lors de crises comme Ebola, accompagnement de projets citoyens et éducatifs. Et j'ai toujours été une femme d'action, parfois trop discrète sur ce que je fais. D'accord. Quels sont les événements que vous avez eu, par exemple, à organiser ou auxquels vous avez eu à participer? Par exemple, en 2013, il y a l'organisation des fêtes consulaires. Je faisais partie de l'équipe consulaire en tant que chargée de communication. Oui. Et on organisait donc du coup les fêtes consulaires et notamment celui de 2013 au mois de juin. Oui. Et pour pouvoir mettre donc la communauté guinéenne et puis Lyon aussi, il y a beaucoup de comment on appelle consulat pour faire voyager à travers nos nourritures, la culture et tout. Donc on était très très impliqués de ce côté-là. Oui. Et puis il y a aussi eu l'Ebola. Oui. La période d'Ebola m'a permis, donc on a fait en tant que présidente de ma propre association qui s'appelle Mouvement Changeons la Guinée, Oui. avec une autre association guinéenne qui s'appelle Voyager autrement en Guinée. Oui. On a participé à un événement qui s'appelle Stop Urgence Ebola. Urgence Ebola. Ebola, Oui. où il fallait donc sensibiliser. On a fait un événement ici, on a collecté des fonds. Oui. On est parti rejoindre à Paris les autres membres du collectif. Donc il y avait Omega, il y avait Réussir Cap en partenariat avec la ville de Saint-Denis. D'accord. Et là, on a collecté des fonds et on a pu transmettre 5 millions de matériel. D'accord. Avec les gants, l'alcool et puis avec les... D'accord. Donc le nécessaire pour assister les victimes de cette fièvre, de cette épidémie de l'époque. Il y avait les victimes. Voilà, il y avait les victimes et il y avait aussi à Lyon, par exemple, le côté sensibilisation. Sensibilisation, information et les formations, quand les gens venaient nous demander qu'est-ce qui se passait sur place, donc on devait les expliquer. D'accord. Et les victimes en Guinée, on a amené donc jusqu'au corps, on a fait cette collecte de fonds pour pouvoir acheminer tout le matériel jusqu'en Guinée. D'accord. Et puis aider aussi les familles de victimes, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Oui, Madame André Kébé, quel est votre mot de la fin? Alors, je crois profondément que sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Réhabiliter le rôle des femmes, restaurer la méritocratie, recréer le lien entre les Guinéens d'ici et d'ailleurs, voilà les fondations d'une Guinée stable et réconciliée avec elle-même. J'adore mettre mon intelligence, mon parcours, mes expériences au service de l'humain. Mon engagement a toujours été le même. Mettre mes compétences au service de l'humain, même quand c'est inconfortable, même quand cela demande courage et lucidité. Pourquoi je parle aujourd'hui? Je parle aujourd'hui pour les femmes, les jeunes, pour la mémoire collective. Témoigner n'est pas glorifier. Témoigner, c'est transmettre l'histoire pour que l'histoire ne soit pas confisquée. Merci Madame André Kébé. Toute l'équipe de Parlons de la Guinée depuis Paris vous remercie.